Cette semaine, dans le balado, on se lance à la mairie 2 fois. On part à la recherche d'un trésor et le passé nous rattrape encore une fois. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut! C'est le grand retour après une petite pause estivale, de congé, de vacances. Oui, où tu as fait ton périple Mission Impossible. Oui, tout à fait, en Norvège. Donc, j'ai pu enfin voir la fameuse montagne de sa cascade en moto. T'as refait la cascade? Je l'ai refait, oui. Cliff diving. Oui. Puis... Écoute, one take, ça n'a pas été Ben compliqué. oui, lui, ça en a pris 4-5. Écoute, c'est un amateur. Ben, en fait, je pense que ça n'a pas pris 4 takes parce que ça marchait pas. Je pense que c'est juste qu'ils l'ont fait 4 fois pour avoir... Plus de possibilités. Ouais, c'est ça, exact. Mais je dois dire que c'était assez spectaculaire comme vue et il faut être un peu fou dans la tête. Puis est-ce que l'indice de bonheur est élevé en Norvège? Sentais-tu que les gens étaient heureux? Je crois que oui. Écoute, je pense qu'il faut... quand tu es élevé dans cette culture-là de montagne, de plein air, je pense que... Ouais, les gens... Ce qui est spécial, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être coupé du reste du monde à cause des fjords et de ces montagnes-là. OK. C'est assez spécial. En autarcie, c'est ouais, ça? Un petit peu. C'est assez spécial. Il y a, parenthèse, les aventuriers voyageurs qui font des films de voyage, ils ont annoncé pour quelques semaines, mois, leur prochaine saison, puis il y a un film sur la Norvège dedans. Fait que... Ben, ça devient de plus en plus présent, on dirait, comme endroit touristique. On a rencontré beaucoup de Bretons, curieusement. Ah oui, OK. Ouais, quand même, pratiquement chaque pas lié jour. avec moi, nécessairement. Là. Non, d'autres Bretons, okay. des vrais Bretons. D'accord. Pas des Bretons non plus. Là. Donc, alors, avant d'entamer ce long programme, parce qu'on va faire un retour, évidemment, sur quelques films qu'on avait ratés, en fait, qu'on avait... pas parlé à cause de cette pause-là. Non couvert. Non couvert. Donc, on va y revenir quand même, vu que c'est la grosse période estivale. Juste un petit retour d'actu assez sympathique. J'ai des petits trucs babel fun. On sait que Denis Villeneuve va tourner le prochain James Bond. Mm-hmm. Et là, on a des rumeurs de la prochaine Bond Girl. Ah ouais, OK. Qui circule déjà. Zendaya. Non, ça aurait pu très bien le faire. Non, ce serait Sydney Sweeney. OK, serait, oui, je comprends. Une frontrunner. Je pense que ça peut être intéressant. Excellente comédienne. Donc, je pense que ça va probablement confirmer aussi que le James Bond va être un peu plus jeune, probablement dans la fin vingtaine, début trentaine. On n'aura pas un papy James Bond avec une fille de 25 ans, en tout cas. Un gros chat grisonnant, là. All right. Je me rappelle toujours, c'était Roger Moore qui, avec... c'est quoi, dans ses derniers? Il y avait des Bond girls de 27 ans. Ouais, c'est ça. Là, l'écart, c'est comme 30 ans. C'était un petit peu gênant. Ouais, c'est ça. C'était un peu gênant. Donc, à suivre... Alors qu'on verrait jamais l'inverse. Non, clairement. Parlant de Denis Villeneuve, le tournage de Dune va s'amorcer dans les prochaines semaines, dit-on, et le titre a été officiellement lancé. Dune Part 3. Dune Part 3, donc ça ne sera pas Dune Messiah. Pour être sûr que les gens comprennent bien. C'est drôle. Alors qu'il y en a qui s'éloignent des Part 1, 2, 3 puis Chapter, bien eux, ils l'embrassent à fond. Puis je pense que ça va probablement confirmer qu'il va probablement dévier assez du roman, j'ai l'impression. Il n'y aura pas un gros saut temporel. Là, je pense que finalement, ça va être vraiment un tout qui est vraiment l'histoire de Paul Atreides, mais réinterprété dans un long film en 3 parties. Fait que bref, à voir. Mais ce qui est quand même totalement louable, puis c'est sûr que c'est une série que j'ai pas lu les livres, fait que je les défends pas là-dessus, mais je comprends que 5-6 livres sont allés plus loin dans le temps, les derniers sont écrits par son fils, je pense, et puis fait que c'est impensable de dire je vais adapter fidèlement tout ça parce qu'il n'y aura jamais autant de films qu'il y a de livres. Il y aura de dire j'ai pris le début puis après je prends une tangente qui est très cinématographique par rapport à tout ça. T'sais. Exact. On le fait même pour un roman, un film, ça fait ça souvent. Fait que si c'est un univers complet, encore plus, je pense. C'est bien correct. On avait déjà parlé du prochain film de Robert Eggers, qui est vraiment dans la revisitation des classiques Monsters. Ouais, j'ai oublié c'est quoi, mais c'est un autre monstre. C'était Loup-garou, Werewolf. OK, ouais, fait qu'après l'échec de Wolfman de cette année. Là, oui, février, c'était quoi les Lee Whannell? Ouais, c'est ça, oui. Un loup-garou contemporain. Là, je pense qu'il va garder la même tangente avec son Dracula, son Nosferatu, donc tourner dans les films plus classiques, plus historiques, mais c'est une réunion en quelque sorte. J'allais dire, excuse-moi, sûrement parce que quand il y avait toutes les entrevues à propos de
Nosferatu et tout, puis il avait fait Northman, il avait fait tous des films plus vieillots, puis c'est ça qu'il aime. Moi, les films contemporains, j'en écoute, il y en a qui sont très bons, mais ça m'intéresse pas d'en faire. J'aime ça, passer 4 heures à rechercher un fabricant de cigares de 1933 en Europe. Là, ouais. Fait que c'est ce qu'il aime, c'est reconstituer, avec la fantaisie, évidemment. Alors, il va retrouver au générique 2 de ses vedettes de Nosferatu. Est-ce qu'il y a Nicolas Hoult? Non, pas pour l'instant. Mais il y a Aaron Taylor Johnson. OK, ouais, qui est dans tout. C'est lui et Pedro Pascal, finalement. Ouais, c'est eux partout. C'est fou. Et Lily Depp Rose aussi. Donc, Lily Rose Depp? Ou Lily Rose Depp. Oui, c'est... Lily Rose Depp ou Lily... Oui, c'est vrai. Depp, c'est son famille. Ben oui, c'est ça, oui. C'est paradisement, oui. Je me suis trompé. Donc, qui va peut-être devenir sa nouvelle muse, qui sait. Peut-être. Donc, à découvrir, c'est décembre 2026. Donc, je pense qu'on prend la même stratégie. 2020, ah oui, tout de suite. Oui. Ah non, 26, c'est dans un prochain, an. Oui, c'est ça. Et non 25. Petit fun fact sur Sinners, le film surprise du printemps. Les costumes ont été achetés de la production de Blade de Marvel qui n'a jamais eu lieu. Ah ouais? Moi, j'ai vu ça parce que... Attends, mais il y avait déjà fait les costumes? Oui, parce qu'il y avait une partie qui se déroulait à l'époque dans ces années-là. Donc, je pense qu'on revenait sur les origines peut-être de Blade. Et puis, finalement, la production semble aller nulle part. Donc, eux avaient besoin de costumes rapidement d'époque. Donc, en costumier, ça s'est probablement texté. Il dit, nous autres, on a dans un entrepôt des costumes qui dorment. Donc, ils ont acheté les costumes à Marvel. Ouais, c'est drôle, ça. Usagé, mais n'a jamais été porté. Là. Comme neuf, c'est ça. Et fait que je sais pas à quel point ça arrive souvent, ce genre d'affaires-là. Je te dirais aussi, c'est sûr que c'est parce que les compagnies qui font les vêtements de couturiers, de couture, ils sont pas nécessairement associés à des studios. Là, parce que là, on passe quand même d'un Disney à un Warner Bros. Qui était... y avait-tu quelqu'un d'autre, un autre producteur dedans? Là, en tout cas, le financier majeur, c'était Warner Bros. Oui, c'est effectivement. Fait que c'est d'un studio à l'autre, c'est surprenant, mais c'est vrai que c'est vraiment juste la shop de couture. Eux, ils doivent travailler comme des compagnies d'effets visuels. Là. Ils travaillent pour plusieurs compagnies. Après, là, ils ne sont pas attachés spécialement à une. Mais on n'aurait pas vu ça à l'époque des majors là, comme Universal, là, qui avaient leurs comédiens, leurs films, leur agence, leur tout. Ça aurait été impensable. En tout cas, je trouvais ça assez intéressant comme je trouve ça vraiment drôle parce que maintenant, oui, ça a failli voir le jour, mais c'était pas juste une question de grève. Là, le tournage n'était pas commencé. Là. On parlait d'un scénariste, d'un acteur, d'un réal, puis là, ça a tout déboîté, puis c'est parti. Je trouve ça surprenant qu'il y avait déjà des costumes de film. Je pense qu'à quelques reprises, la pré-prod était assez avancée avant qu'on... puis je pense que Marvel doit peut-être fonctionner comme ça aussi, peut-être avant d'annoncer officiellement des choses. C'est peut-être un 6 mois de préparation qui est déjà entamé. Ouais, puis c'est quoi pour eux de commande un million sur des costumes. Puis, c'est clair. Fait que voilà, bande-annonce, il y en a quand même plusieurs qui sont sortis, mais nous, on va se concentrer sur 3 principales, donc 2 québécoises en plus. Oui. On commence avec laquelle? Ma belle-mère est une sorcière de Joël Desjardins-Paquette, qui va sortir le 10 octobre. Écoute, comment on les nomme? Le 3e nouveau conte pour tous. Oui. Mais moi, je dirais que c'est vraiment le premier original là, depuis que c'est Dominic James qui chapeaute ça, parce que le Coco Ferme était une revisite de Tirelire Combine et compagnie, puis Mademoiselle Bottine aussi revisite de... Bac et Bottine. Bac et Bottine, merci. Ouais. Fait que là, avec Ma belle-mère, c'est une sorcière, première idée originale, et moi, je trouve que ça semble vraiment dans totalement le carcan, puis la volonté des contes pour tous. Une nouvelle belle-mère pour la jeune fille, qui son père a l'air d'être complètement sous son charme, puis elle est convaincue que c'est une sorcière finalement. Cette belle-mère qui est jouée par Marilyn Castonguay, qui brille très bien dans le rôle, un bon choix, un bon casting. C'est Pierre-Yves Cardinal qui joue le père, et Juliette Aubé qui joue la jeune fille. Peut-être que le nom vous dit ou pas quelque chose, c'est des jeunes vedettes de L'Œil du Cyclone, dans le fond. C'est elle qui fait la fille, la jeune fille, finalement, des 3 enfants, qu'on avait finalement interviewé quand on a parlé de Noël du Cyclone. Une jeune comédienne qui a beaucoup de bagou,
bonne, qui a du caractère. Je trouve que c'est un bon rôle pour elle. C'est aussi une bonne période pour elle au pluriel, parce qu'avec ça, justement, Mademoiselle Bottine, puis La Petite et le Vieux, qui n'était pas un conte pour tous, on a découvert plein de jeunes talents comme ça dans la dernière année, à peu près. Fait que tant mieux. Et je souligne aussi, oui, allez voir la bande-annonce, mais l'affiche, là, c'est vraiment un retour aussi, je trouve, à ces affiches-là dessinées et tout. Ça a l'air d'être vraiment dessiné. Je pense pas que c'est juste un effet Photoshop ou du AI. J'espère qu'ils n'ont pas fait comme... Puis la polémique du festival d'été. Fait que, oui, j'ai bien hâte de voir ça. 10 octobre. Fait que aussi ce côté... horreur, avec des gros guillemets, plus film de peur et tout. Chair de poule, c'est ça, de mettre un peu très sorcière. Écoute, même si c'est vraiment une sorcière, je suis sûr que ça va être bien doux au final. Puis, fait que je trouve ça le fun. Ça sera tout sur sa conception erronée, probablement. De certains codes et tout. Fait que j'ai bien hâte de voir ce film-là et peut-être de discuter avec l'équipe. Oui, tout à fait. Dans un autre... registre, un autre ton complètement différent, une comédie qui s'adresse vraiment pour adultes, Folichonnerie, première réalisation d'Éric Kaboulian. C'est pas les contes pour tous aussi, non? Peut-être. D'autres genres de contes. Un couple où, dans le fond, premier long métrage de Éric qui joue avec Catherine Chabot, qu'on discutera dans Menteuse plus tard, et qui sont un couple dans fin trentaine, puis qui, peut-être avec enfant ou pas, qui ont une sexualité un peu vanille, un peu beige, et peut-être en essayant de renouveler la flamme, vont rentrer dans le espèce de jeu sexuel d'hiver. Là. Pas tout à fait comme Trip à 3, là. Je pense pas que c'est ça qu'on cherche directement, mais juste d'épicer leur vie sexuelle, leur intimité. Une bande-annonce de 40 secondes, quelques punchs. C'est ça, ça a l'air très bien. Le film aussi va jouer au Locarno, au Festival de Locarno cet été. Fait que félicitations. Je sais que certains de ses courts-métrages à Éric avaient joué là aussi, je pense. Et je me trompe-tu, ou même La Petite et le Vieux, ça n'a pas rapport avec Éric, c'est juste qu'on vient de le nommer. Je pense que ça a joué à Locarno, mais la branche films familiaux. Ouais. Pas de date de sortie, on parle de 2025-26. Hors micro, tu suggérais peut-être pré-Saint-Valentin, je pense que ça pourrait être une bonne offrande. Souvent, pas pour le cinéma québécois, il y a beaucoup de compétition, parce que la compétition, c'est les majors américains, mais aussi les autres films québécois, fait que c'est rare qu'on cale des dates comme ça. Je pense pour ça que je crois qu'ils veulent pas tout de suite se dire 8 février, peut-être que ça va être plus 17 janvier, peut-être, fait que ça dépend vraiment du calendrier global. Mais ça va être fin de l'année, voire début 2026. Bien hâte de voir ça, en tout cas. La bande-annonce est très, très accrocheuse, même si elle est très courte. Et moi, un autre qui... j'étais très curieux quand le projet est annoncé, puis en voyant les images, je pense que je suis conquis. Je pense que j'y crois. C'est The Running Man d'Edgar Wright. Donc, on revisite le classique culte, plus culte que classique, Running Man de Schwarzenegger de 87. Ouais, mais je pense qu'il est revenu au roman, là. Je pense pas qu'il reprend ça, je suis curieux de voir à quel point si ça va être fidèle ou non, n'ayant jamais lu le roman, mais quand le film sortira, on fera quelques recherches. Ouais. Ben, t'aurais le temps de le lire. Si c'est ça. J'ai oublié de noter, c'est quand c'était en novembre? 7 novembre, et qui met, on l'avait annoncé à l'époque, qui met en vedette Glenn Powell, donc le nouveau beau blanc musclé. Le nouveau action star, une grosse vedette, une grosse brochette quand même. Josh Brolin, Coleman Domingo, Michael Cera aussi, qui est dans sa new era d'acting, qui fait des personnages secondaires colorés. Excentrique, c'est ça. Fait que, oui, moi aussi, très curieux de voir ça. J'adore... Écoute, je mets pas sur un piédestal tous les films d'Edgar Wright, mais je dis quand même que c'est un cinéaste que j'adore. J'aime beaucoup sa vision du cinéma. Très inventif, quand même. C'est ça, exact. Je veux dire audace, mais c'est plus l'inventivité, dans sa mise en scène, ses montages et tout. Fait que, oui, et esthétiquement, on est vraiment en rupture avec le film de Schwarzenegger, qui était un peu une espèce d'American Gladiators. En lycra moulant. C'était très kitsch, dans un décor contenu, alors que là, ça semble vraiment se dérouler partout dans la ville et tout ça. Fait que... Rapidement, parce qu'il a besoin d'argent, il s'inscrit dans cette société future dystopique un peu où
c'est un jeu télévisé, donc une télé-réalité, où le concurrent, s'il survit pendant un mois une grosse somme d'argent, et dans le fond, c'est qu'à peu près tout le monde veut le tuer. Puis comme tu dis, il n'est pas contenu, fait que là, il faut qu'il se sauve partout en essayant de trouver des alliés pour toffer son mois, finalement. Ouais, donc la prémisse est quand même très différente et esthétiquement aussi très différente. Fait que ça peut être une des belles surprises de l'hiver de Running Man. De fin d'automne. Ouais, c'est ça, 7 novembre. C'est pas mal le cœur de l'automne, je te dirais. Ouais, t'as raison. C'est toujours novembre à l'hiver, mais c'est vrai que c'est plus l'automne. Tu peux l'associer à la déprime, mais c'est pas encore l'hiver. Bon, allons-y pour combattre peut-être la déprime avec les sorties de la semaine et débutons avec quand même le gros morceau québécois, Menteuse d'Émile Gaudreault. Ouais, c'est pas les sorties de la semaine, mais en tout cas, c'est les sorties parce que c'est sorti le 9. Le 9 juillet. Oui, c'est ça. Donc, mercredi passé, ça fait une semaine déjà. Suite de Menteur, un film succès de l'été 2019 au Québec, qui mettait à l'époque en vedette Louis-José Hood et Antoine Bertrand dans le rôle de deux frères jumeaux, croyez-le ou non, et dont l'un des frères, joué par Louis-José Hood, Simon, je pense, n'arrêtait pas de mentir, puis ça avait propulsé dans des multivers. Et là, le seul personne, une fois qu'ils ont rétabli tout ça, à s'en souvenir, c'est Antoine Bertrand et Fred, comment il s'appelle? Te souviens-tu? J'ai déjà oublié son prénom. Phil, Phil. Qui est le seul à s'en souvenir, puis Louis-José Hood, le personnage de Simon n'est pas dans cette suite-là. Anne-Élisabeth Bossé, Virginie, joue sa conjointe. Elle était déjà un couple dans le premier film. Et là, c'est elle, à la fin, c'était ça l'ouverture. On se rend compte qu'elle ment aussi à poche pleine. Fait que elle ment pour pas pour elle bien paraître, mais plus pour consoler les gens puis pour leur donner confiance. Fait que des petits mensonges blancs, des beaux mensonges pour dire non, c'était super bon ton spectacle, puis non, ça te fait vraiment bien cette robe-là, puis toutes ces affaires-là, puis blablabla. Ben oui, je vais être là, ça va me faire plaisir, puis gna. Fait que là, malgré les avertissements de Phil, elle croit pas quand il dit « on va se retrouver dans un multivers où tous tes mensonges vont prendre réalité », ben évidemment, elle continue à mentir et ça finit par arriver. Mais le couple vit aussi une crise parce qu'il essaie d'avoir des enfants, puis ça fonctionne pas, puis etc. Alors, est-ce que tout le monde est honnête avec tout le monde? Et tout cela va être transformé dans ce multivers de mensonges où les mensonges prennent réalité et qu'elle devra les défaire si elle veut retrouver... La vraie vie, je sais pas, le multivers originel et arrêter de mentir à partir de là. On retrouve pas mal la plupart des comédiens, des personnages reviennent puisqu'ils travaillent encore à l'usine. Le personnage de Didier Lucien qui se présente à la mairie cette fois, ses parents, non, les beaux-parents, donc les parents de Phil, Luc Séné, Véronique Leflaguet. Rémi Girard, on n'avait pas vu dans le premier parce qu'il est le père d'Anne-Élisabeth Bossé. Je pense pas qu'on le voyait. Je me rappelle. Parce qu'on ne devait pas se rendre jusque-là dans le lien. Logiquement, oui. Ouais, comme sa mère qui est jouée par Pierrette Robitaille. Ouais. C'est ça. Sa sœur, j'ai oublié le nom de la comédienne et tout. Fait que un peu un nouveau portrait de famille de la petite ville. Le personnage de Catherine Chabot revient aussi. Elle qui était la fameuse traductrice avec un passé incroyable là, de drogue et de rumba, qui maintenant vit paisiblement dans cette ville-là. Voilà, il me semble que c'est un bon synopsis. Peut-être que je me suis même égaré. Donc, écoute, on ne réinvente pas la formule. C'est une comédie très grand public qui a son charme. Il y a quelques bons gags, honnêtement. Je pense que la vedette, honnêtement, pour moi, c'est Catherine Chabot, qui, je trouve, vole le show. Elle a quelque chose, cette comédienne-là. Elle est très charismatique à l'écran et son personnage est très drôle. Donc, juste pour elle, je pense que ça vaut la peine. Je suis content qu'elle était plus présente. Oui, parce qu'elle est comme pas au début du film, mais au moment où elle apparaît, là, on la voit une très bonne portion du film. C'est ça. Fait que je dois dire quand même le film prend un petit peu de temps avant d'embarquer. Mais je pense qu'une fois que ça démarre, je pense que vous allez passer un bon moment. Surtout la troisième partie qui se déroule un peu sous forme de télé-réalité, qui est quand même assez... cool. Ouais, qui est une belle approche. C'est pas un grand spoiler. Ça aurait été le fun de voir Louis-José Hood quand même
Avoir un petit caméo, quelque chose, donc restez pas à la fin, pas générique, parce qu'on le verra pas. On sait vraiment qu'il, pour l'instant en tout cas, Louis-José ne veut plus tourner, ne se consacre qu'à la scène. Et la paternité. Ouais, c'est ça. Mais honnêtement, Anne-Élisabeth Bossé et Antoine Bertrand forment un bon couple à l'écran. Très bonne chimie, exact. C'est ça. On voit leur plaisir évident avec tous les comédiens. Ils ont dû avoir un plaisir fou à tourner quand même quelques-unes des scènes un peu plus folichonnes que d'autres, quand même, si je peux ainsi dire. Puis, mais c'est un peu ça. Il y a un épisode spécial que j'ai fait, parce que tu étais en vacances avec l'équipe, puis ça transparaît qu'ils ont vraiment du plaisir à travailler ensemble, toute cette gang-là, puis ça inclut... J'ai pas pu revoir Catherine à ce moment-là, mais tout le monde, je pense, aime être dans ce film-là, sinon ils y seraient pas tout simplement. Là, et si jamais vous n'avez pas vu Menteur, ce qui est probablement improbable vu le succès qu'il y avait eu en 2019, mais moi, je voulais le revoir avant de voir Menteur. Finalement, j'ai manqué de temps, mais on contextualise rapidement l'intrigue, l'univers, qu'est-ce qui se passe. Fait que même si vous n'avez pas vu Menteur, vous pouvez apprécier Menteuse. Il y a un rappel. Oui, c'est ça. Fait que voilà, pour Menteuse, qui va être évidemment le film québécois de l'été, parce que c'est pas mal la seule grosse production. Deux femmes en or et ça a fin pas mal. C'est ça. Il reste quelques écrans, mais je pense que les semaines sont comptées. Comme on et dit. Probablement même de l'année aussi, parce qu'on s'entend que pour le cinéma québécois, cette année, c'est plus dur. Il y a moins de grosses pointures. Il y a des beaux films qui vont sortir cet automne, mais je crois pas que c'est des films qui vont faire 2, 3, 4 millions. Là, je pense. Fait que l'année dernière, c'était vraiment exceptionnel. Avec 6 ou 7 films qui ont fait plus d'1 million. Je pense un qui en a fait plus de 2 puis un plus de 3. Là. C'était c'était phénoménal. Alors, on va reculer encore une semaine avant. Film que moi, j'ai pas eu l'occasion de voir finalement. Là, j'ai manqué de temps cette semaine, mais que toi, tu as eu la chance de voir. C'est Jurassic World Rebirth de Gareth Edwards. Oui, le monde jurassique, la Renaissance au Québec. Je comprends que ça peut faire peur, puis c'est pour ça que t'osais pas y aller, là. Quand même, il y a des jump scares de dinosaures. Oui, c'est pas pour tout le monde. Non, en fait, j'ai remarqué qu'il y a quand même un gros bassin de familles qui vont voir ce film-là. C'est drôle, moi, je suis jamais allé en famille parce que le premier, j'aurais eu l'âge, mais mes parents m'amenaient pas voir ces films-là à 6-7 ans. Mes parents m'amenaient pas vraiment voir des blockbusters. Puis, on les louait, mais on n'allait pas au cinéma si souvent. C'est un peu plus tard qu'on s'est mis à aller voir, plus avec ma mère, des films un peu plus répertoire, des choses comme ça. J'ai déjà vu des James Bond, des trucs de même, mais c'était pas si fréquent. Fait que je les ai toujours vus comme avec des amis ou en vidéo ou quoi que ce soit. Fait que c'est juste depuis les derniers World que je les vois au cinéma, finalement. Bref, mais il y a beaucoup de monde qui vont en famille voir ça, Jurassic World. La tradition de Spielbergienne ne s'est pas perdue. D'ailleurs, elle ne s'est pas perdue avec ce film-là non plus. Il agit... je dirais encore à titre de producteur. Il a toujours été producteur, mais là, il a l'air d'être encore plus impliqué puisque c'est David Koepp qui est retourné au scénario, lui qui avait écrit l'original, qui est une adaptation d'un livre de Michael Crichton, mais tout de même, Koepp avait écrit, je pense, les 2 premiers. Ouais. Et ça paraît que Gareth Edwards, j'ai pas checké, mais il doit avoir à peu près notre âge ou entre nous deux ou quelque chose comme ça, et il est un fan de Jurassic Park, pardon. Et il voulait en faire un film, travailler là-dessus. Scarlett Johansson aussi avait annoncé qu'elle disait à son agent, là, si ça se refait, là, moi je vais être là-dedans, là, j'adore ça. Elle aussi doit avoir à peu près mon âge, là, entre 35 et 40. Fait que tout ce monde-là se retrouve avec plein de passion dans le film. Il y a aussi Mahershala Ali, fallait bien parler de Blade qui n'a jamais vu le jour. Jonathan Bailey, Rupert Friend. On est 5 ans après le dernier Jurassic World Dominion. Fait que là, on est dans la continuité de tout ce qu'on nous a présenté jusqu'à maintenant, mais on ne retrouvera pas les personnages de Chris Pratt et Bryce Dallas. On est avec des nouveaux bonhommes, comme on dit. Et les dinosaures étaient partout sur la Terre maintenant. Mais rapidement, on nous dit... ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que le climat n'est pas favorable pour eux, fait qu'ils sont en train de mourir un peu partout. Okay. Sinon, tous les dinosaures s'en vont vers l'équateur, qui est comme centre de la Terre, fait chaud, tout est bien. Vous comprenez ce que je veux dire par centre de la Terre? Même si la Terre est ronde, c'est quand même le centre de la Terre. Le centre des fuseaux horaires. Une compagnie pharmaceutique va découvrir que
si on allait picosser de l'ADN des 3 plus grosses créatures, parce que c'est elles qui vivent le plus longtemps, là, on pourrait trouver un médicament contre, je me souviens plus quoi, des cancers ou autres trucs et prolonger la vie humaine. Donc, il y a de l'argent à faire là-dedans. Alors, c'est le personnage de Rupert Friend, qui est le suit, le pharmaceuticien, genre l'avocat. C'est pas un scientifique, lui, il travaille pour ça, plus un vendeur, qui va chercher Jonathan Bailey, qui est le spécialiste, le nouveau paléontologue un peu, qui travaille au musée, mais qui n'a jamais tout à fait vu les dinosaures en vrai, là, quoi qu'il a dû en voir un peu à New York. Scarlett Johansson est comme une chef de mission qu'on engage, ex-marine. Elle va aller chercher son équipe, dont Mahershala Ali et son bras droit, puis une autre couple de gens qui vont peut-être ou pas se faire manger tout au long de l'aventure, et vont retourner sur une nouvelle île. Pour vrai, je me souviens plus, mais c'est genre Sainte-Thérèse ou une affaire de même. Parce que c'est un nom francophone là-dedans, et vont devoir aller chercher l'ADN. Donc, un gros... C'est vraiment comme un jeu vidéo. Le plus gros qui est sous l'eau, un plus gros qui est un gentil herbivore, là, un long cou, puis un gros genre de ptérodactyle. Fait que... Quoi, pas de T-Rex? Ben, ils vont sûrement en rencontrer sur leur chemin. Ce qui arrive aussi, c'est que l'île sur laquelle il va, on surenchère ici, c'est une île sur laquelle il y avait les fameuses transformations génétiques de dinosaures à l'époque où il ouvrait Jurassic World puis qui faisait de la mutation, parce que ce qu'on nous met en tête dans cet univers-là, c'est qu'on a recréé les dinosaures, on les a mis dans des parcs d'attractions, puis rapidement, les gens se sont lassés de ça. Et il a fallu les transformer puis les rendre plus. Ouais. Et des fois, on perdait le contrôle. Puis sur cette île-là, ben, des fois, il y avait aussi des erreurs génétiques. Puis avec tout le charvoyage de marde qui s'est passé, ben, ils sont comme tout un peu libérés puis laissés pour compte sur l'île. Fait qu'il y a des dinosaures weird. On pourrait faire une version extrêmement alien, horreur de tout ça, mais on reste quand même dans cette aventure ça donne des films généraux déconseillés aux jeunes enfants. Fait que les gens vont aller sur l'île, essayer de trouver de pogner des seringues d'ADN, de sang, puis ça va se compliquer. Et j'ajoute un dernier truc, ils vont croiser une famille qui se promène en bateau, qui veulent traverser l'océan, puis finalement, ils ont des problèmes en rencontrant un dinosaure, fait qu'ils vont un peu se greffer à eux, puis se retrouver malgré eux sur cette île pleine de dinosaures en attendant les secours. D'accord. Les points forts du film, ça paraît que c'est fait par des gens qui aiment ça, qui aiment cette série-là, c'est fait de bonne foi, tout le monde est passionné là-dedans. Je trouve qu'on reprend bien ce qui a été laissé avant, même si rapidement on dit « non, les dinosaures, ça s'est pas passé, on va retourner sur l'île ». C'est toujours un prétexte pour retourner sur l'île. Je trouve que les points faibles du film sont pas causés par le film lui-même, tant qu'à moi, sont causés par le fait que c'est le 7e film. Mm-hmm. Fait qu'il y a eu... Puis moi, je les ai pas tant appréciés, toutes les... ceux avec Chris Pratt, là, toutes les Worlds. Je trouve que le premier était une belle vision de « Hey, on avait voulu faire un parc, ça n'a pas marché. Et si le parc avait fonctionné et que là, ça chiait? » Puis toutes les autres, j'ai trouvé lourd un peu et tout. Puis je trouve que c'est ça qui a comme brûlé des fameux punchs de « il y a un dinosaure qui va te surprendre, puis là, dans ce tunnel-là, on te court après, puis il faut encore retourner sur l'île. » Puis tu sais... Mais si on le voyait comme si c'était, mettons, le 3e film ou le 4e film, il y a encore une fraîcheur là-dedans. C'est un peu ça. Fait que c'est pas contre lui, c'est qu'à un moment donné, on te dit, ben, retourne sur l'île puis va voir des dinosaures, puis là, ils sont encore plus gros puis plus méchants. Ben, tu sais, même le Raptor original faisait assez peur. Là. T'as pas besoin d'y avoir ajouté, ben, c'est pas ça, mais un œil de plus puis des plus grosses dents. Là, ils vont quand même te charcuter. Là. Fait que, mais on arrive quand même des fois à nous aligner, à nous faire regarder à gauche alors que c'est à droite que ça se passe et tout, avec justement les Raptors, les T-Rex. Mais on a des rappels de scènes de flare, là, de la fumée, ben pas la fumée, mais la lumière rouge pour attirer les gros dinosaures, puis ces choses comme ça, puis des gens qu'on pense alliés qui vont se revirer contre nous, puis faut pas s'attacher trop à tous les personnages. Puis si un personnage a pas dit plus que 2 phrases après une demi-heure, ça se pourrait qu'il soit pas à la fin avec nous. Oui. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse à voir, et tu vas peut-être confirmer visuellement, quand je pense à Gareth Edwards, c'est les cadrages spectaculaires de Godzilla, entre autres, de Star Wars Rogue One.
il sait cadrer des images, donner des effets de grandeur. The Creator aussi, il n'y avait pas de monstre, mais il y avait cet effet-là. Oui, moi, je trouve que c'est la bonne personne pour avoir fait ce film-là. Et ce que j'espère, c'est que, bon, il y a des survivants quand même à toute cette aventure-là. Là. Ouais. Malheureusement, c'est pas un film aussi tragique que tout le monde meurt. Mais j'espère que le prochain, parce qu'ils vont en faire un autre, c'est sûr, ça rapporte assez d'argent. C'est une énorme franchise pour Universal. C'est qu'ils vont prendre complètement du nouveau monde. Et c'est super bonne. Scarlett Johansson, puis Mahershala, puis tout le monde, puis la famille, puis les survivants de tout ce monde-là, de qui revient ou pas. Mais j'espère quand même qu'ils vont faire table rase, puis juste dire, là, on prend des nouveaux personnes qui vont se retrouver dans une nouvelle aventure, parce que je trouve que c'est ça qui est épuisant. C'est de forcer peut-être des intrigues avec des personnages. Ceux et celles qui vont sortir vivants de cette aventure-là, il y a aucune raison ou somme d'argent qui va les convaincre de retourner là-dessus. T'sais. Puis c'était déjà ce que le personnage de Jeff Goldblum disait dans le deuxième, je ne retournerai jamais, jamais, jamais. Mais là, quand il se rend compte que même son ex y allait, puis t'es comme OK, mais là, une fois qu'il apprend que sa fille est là, puis t'es comme OK, je vais y aller, puis tout. Puis le fait Sam Neill aussi, il retournait finalement pour aller sauver un garçon, puis t'es comme, c'est un peu intense, là. Fait que c'est ça qui est comme incroyable finalement dans tout ça. Surtout que OK, au début, Chris Pratt, on a réussi à nous le ramener en disant tes vélociraptors sont encore vivants, tu sais, t'avais un lien, quoique lui-même disait il m'écoute pas tant que ça, là, mais là, il voulait peut-être voir pour essayer de sauver des dinosaures. Là, après ça, sauver des dinosaures, là. Puis aussi, tu sais, écoute, faut en rire, là, c'est pas des films parfaits, mais qu'on ramène des dinosaures à la vie, qu'on les mette dans des zoos, puis qu'après 3-4 ans, les gens soient tannés, puis que c'est plus assez impressionnant. Je sais plus qui j'écoutais un podcast, là, mais c'est une réflexion que j'avais quand même eue de genre, tu sais, des zoos traditionnels avec des lions et des éléphants, là, ça marche encore super bien, là. Puis c'est des éléphants, là, on n'en voit pas à tous les coins de rue, mais t'es justement comme, wow, c'est cool, là, tu sais, c'est impressionnant. Fait que s'il y avait genre des brontosaures, là, je pense que ça devrait on serait pas encore tanné, là. Oui, c'est ça. Déjà, en plus, tu sais comment c'est au zoo, là, ça se peut que t'arrives, puis enfin, la cage, genre des zèbres, j'aime full ça, puis là, c'est comme, ils sont tous couchés au fond, puis on les voit pas, puis t'es comme, bon, on reviendra, parce qu'aujourd'hui, pas de zèbres. Fait que, bref. mais en fait, j'irai jamais. S'il y avait un truc de dinosaure, j'aurais jamais confiance assez. Il faudrait qu'ils fassent juste les herbivores. Mais c'est sûr qu'ils feraient comme des raptors, juste pour qu'on les voit manger une chèvre, mais je suis comme... Non, c'est juste trop dangereux, faites pas ça. Très, très bien. Alors, restons dans la franchise avec la relance de Superman par James Gunn. Oui, la relance de Superman. Et de l'univers DC. De l'univers DC, large, parce que, c'est ça, on l'avait annoncé. James Gunn est maintenant le nouveau Kevin Feige de DC, donc c'est lui qui chapeaute tout la refonte de l'univers, puis partout où ils vont aller. Juste remettre en contexte. Ils ont dit aussi qu'il allait avoir... j'ai oublié comment il l'appelle, mais t'as comme le DC canon, puis t'as l'autre à côté. Fait que les Batman de Matt Reeves, puis les Joker, puis ces autres... le Joker, je pense pas qu'ils vont en faire d'autres, là, mais en tout cas, ça va continuer à exister. Ils vont faire aussi certains trucs animés qui seront pas canon, mais il va y avoir aussi une trame qui est canon avec ces personnages-là. Il y a aussi une série animée qui est sortie déjà avec comme toutes des espèces de misfits méchants, puis c'est les mêmes voix. Là. Il y a Rick Flag Senior dedans, puis c'est Frank Grillo qui fait la voix, alors que c'est lui qui a un tout petit rôle dans Superman aussi. Fait qu'il y a vraiment une continuité, là, un arc qu'on veut copier. Superman, ça fait plusieurs années qu'on l'a pas vu, mais tout de suite, on tombe dans l'action. On va pas voir la genèse de Superman qui arrive de Krypton, puis son père qui l'envoie, puis la planète qui explose, puis qui découvre ses super pouvoirs, puis qui va... il travaille là au journal, il est connu, ils savent pas que c'est Clark Kent, mais il est connu comme Superman est là, il nous protège. Il y a même d'autres qu'ils appellent des méta-humains, Green Lantern, Hawkgirl, une couple de monde comme ça qui aident des gens de leurs super-héros à eux, là. Puis il travaille déjà au journal, puis on va comprendre même qu'il date déjà Lois. Fait qu'on est tous déjà installés là-dedans. Sauf qu'il y a son grand ennemi, Lex Luthor, qui ne peut pas blairer Superman, trouve que c'est une espèce de idole déchu, puis qu'il pourrait se revirer contre nous parce que trop puissant, c'en est dangereux, et peut-être qu'en fait...
lui-même voudrait être, cette puissance-là, puis la générer par toutes ces avancées scientifiques et technologiques. Alors, bref, il veut ramener toute l'opinion publique et politique à dire non, il faut le contrôler, il faut stopper Superman. Pendant qu'il se passe des guerres, comme c'est assez réel quand même, des guerres internationales de territoires, de pays qui invadent d'autres pays, puis Superman s'est mêlé de ça. Alors là, ça crée une espèce de brouhaha en quel nom, parce que là, tu vis aux États-Unis, t'es donc américain, fait que là, tu fais ça sans l'accord des Américains, puis il est comme, ben non, j'empêche des gens de mourir, parce que c'est ça, Superman, c'est quelqu'un qui est ultimement 100% gentil, même si on a peur à cause de sa force qui vire méchant, qui est juste candeur et qui veut juste sauver des humains, fait que ça le fait chier que finalement tout le monde remette en doute son honnêteté là-dedans, puis il dit, voyons, j'ai empêché une guerre, là. C'est quoi votre problème? Ah ouais, mais là, tu sais, ça a des conséquences, puis là, gna. Fait que là, on se mélange dans tout ça, et on va voir aussi, connaissais-tu, toi, Mr. Terrific? Non, j'avoue que je ne suis pas un grand connaisseur de l'univers DC, hormis Batman, que j'ai lu beaucoup, mais j'ai très peu lu de Superman et du reste, donc ce que je connais de Superman, c'est ce que j'ai vu au cinéma, okay. Ouais, c'est ça. Fait que moi, c'est la première fois aussi que j'entendais parler de Mr. Terrific, qui est comme je sais pas, au DC, je comparerais à quoi? Je sais pas. En tout cas, il est plein de technologie, de nanotechnologie, et super brain, des très ordinateur gadget, et c'est lui qui va essayer d'aider à retrouver l'équilibre dans tout ça. Là. Va se retrouver à être l'aidant de Superman, malgré Superman, plus en travaillant avec Lois Lane et autres camarades. Et il y a un chien aussi, Crypto, le chien fou. Oui. Le super chien fou. Ouais, je sens que j'étais un peu éparpillé dans mes synopsis, mais j'ai fait ça un peu avant. Ah oui, je l'ai vu le film, mais finalement, ça fait 10 jours, puis je suis comme, ouais, je pense que je m'en souviens bien. Ben écoute, on relance vraiment le ton, parce qu'on sait qu'il y a eu l'incarnation, le passage d'Henry Cavill dans le fameux univers de Zack Snyder qui divisait les fans. Oui, certains j'ai nommé aucun comédien. Mais ici, James Gunn a une volonté de se coller un peu plus sur l'esprit peut-être des Superman de Richard Donner, de Christopher Reeve, de revenir à l'essence même du personnage rempli de bonté et d'espoir altruiste, ce qui est fait de David Corenswet assez bien, honnêtement. Je savais pas que lui se faisait dire avant. C'est pas un comédien si connu que ça. Non, c'est ça. Mais il se faisait dire qu'il pourrait être Superman. Je l'ai entendu en entrevue, puis c'était comme un running gag avec mes amis puis ma blonde. Puis tout le monde disait que je pourrais être Superman parce qu'il était costaud, il avait une gueule quand même semblable à un jeune Christopher Reeves aussi, tu sais. Puis il dit quand c'est devenu réel, qu'il y a eu les vraies auditions puis tout, puis là, mon agent m'a mis ça, puis j'étais allé passer l'audition. Puis il dit là, j'aimais comme plus ça parce que je me suis dit, là, ça devient réel, avant même de savoir qui aurait le rôle. Puis il dit, si je ne l'ai pas, ben là, la joke pourra plus marcher, que je pourrais être Superman, parce que là, officiellement, on va en refaire, puis ça serait pas moi, ça serait n'importe qui d'autre. Ben là, tu sais, fait que c'est comme, je vais perdre mon running gag avec mes amis. Mais finalement, il y a eu le rôle. Fait que le running gag, il l'a avec toute la Terre entière maintenant. D'ailleurs, il y a eu le rôle lorsque James Gunn a visionné Pearl. Je me rappelais plus qu'il était dans ce film. Oui, il fait le projectionniste qui couche avec Pearl puis il promet plus que ce qu'il lui offre finalement. Fait qu'il a quand même auditionné plusieurs comédiens, mais Corenswet demeurait un peu à la tête de la liste. Je sais que Jacob Elordi, je pense que les studios Warner a bien aimé ça, qu'il accepte. C'est vrai que ça aurait pu. C'est sûr que la grandeur, aussi la carrure, mais il n'était pas intéressé. Ça me donne un doute aussi, probablement qu'il ne voudra pas jouer James Bond. J'ai l'impression qu'il s'éloigne c'est pas son genre des cinéma. Ouais, je pense qu'il veut vraiment casser son image. Il veut pas être une belle gueule au cinéma, mais jouer dans des rôles plus... Dans les After aussi? Non. Non. Mais il a fait Elvis dans Priscilla. Puis on l'a tué. Lui, c'était à la télé, c'était dessus. OK. The Some Martin Pretty ou en tout cas une série ado un peu, là, jeune adulte. Sais-tu qui d'autre a auditionné pour Superman? Vas-y. Nicolas Hoult.
Ben oui, tout à fait. Mais il a eu le rôle de Lex Luthor, finalement. Oui, il voulait vraiment le rôle de Superman. C'est ce que j'ai lu un peu. Puis pour lui, c'était comme évident qu'il pouvait jouer Lex Luthor. Puis, OK, il aurait voulu le défi d'être Superman. Oui, d'être Superman, c'est ça. Puis finalement, on est revenu vers lui. Mais il y a eu Patrick Schwarzenegger qui apparemment a fait beaucoup de lobbying aussi pour avoir le rôle. Puis je pense qu'il aurait peut-être intéressant, honnêtement. Moi, j'ai découvert dans The White Lotus la série et il est vraiment très bon comédien, honnêtement. Est-ce que, petite parenthèse, est-ce que justement, évidemment, le fils de Schwarzenegger, y est-tu confirmé pour refaire American Psycho? Il était dans les rumeurs. Il était dans les rumeurs, mais non, ça n'a pas été confirmé encore. OK. Ouais. Et pour la Lois Lane, une des finalistes, c'était Emma McKay. Oui, OK. La Britannique, là. Oui, franco-britannique. Oui. Mais Rachel Brosnahan, honnêtement, fait un très bon travail. Comédienne que j'avais beaucoup apprécié dans Miss Maisel sur Amazon. Très bonne série. Fait que, bref, le casting est vraiment assez solide, honnêtement. Corey Sweat et Brosnahan ont une belle chimie. Je trouve qu'on croit à leur personnage. Moi, faut dire, James Gunn amène la touche un peu gardien de la galaxie. Il y a beaucoup de personnages un peu dysfonctionnels entre eux. C'est très coloré, autant au premier qu'au deuxième degré. Oui. L'image est très colorée. C'est un des rares films de super-héros, je trouve, qui se passe beaucoup de jour. Le bleu, le rouge de Superman sont très pétants. Le film est très beau. Mais aussi, oui, il y a plein de personnages truculents autour de tout ça. Le Green Lantern de Nathan Fillion est pas mal... Je dis ça positivement, mais le pire Green Lantern, là, je pense, même Fillion en entrevue a dit, il demandait, il se passe où? Parce que les Green Lantern, il y en a comme plein. Là, Il y en a un par planète, là, signé. C'est ça, Puis il a dit comme, le tien, tu penses qu'il est où? Puis il a dit, je pense que c'est le pire. Là. Je pense que c'est comme, dans la hiérarchie des Green Lantern, c'est comme, ça c'est le gars qu'on n'a pas trop vu aller, il a passé sa probation, puis là, on peut plus le mettre dehors, puis c'est ça, il est juste un peu berserk, là, paresseux, imbu de lui-même. Fait qu'il faut accepter que c'est comme si James Gunn nous présente un film qui serait déjà dans cette espèce de lignée qui serait... C'est un peu comme si tu voyais le 2 qui avait manqué le 1. Effectivement. Fait qu'il faut l'accepter. On nous présente beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments dans le scénario, beaucoup de personnages, beaucoup de placements futurs, on le sent, mais quand même bien incorporé. J'ai rien à dire là-dessus, mais on sent qu'il y a beaucoup de personnages qui vont revenir dans des séries, dans des films. Ils ont annoncé déjà que l'été prochain, ce sera Supergirl. Supergirl, effectivement. Moi, je dirais, mon seul gros bémol, mon problème, c'est le Lex Luthor de Nicholas Hoult. J'ai trouvé trop over the top. Mais est-ce que c'est par rapport au jeu de Hoult ou c'est comment il est personnage, écrit? Okay. Oui, comment il est écrit. Puis j'imagine donc la vision que Gunn avait. Pour moi, j'aurais vraiment pris un comédien plus âgé. Puis Lex Luthor, c'est quelqu'un de très cartésien, manichéen. Là, il était trop émotif. Trop émotif, ouais. Fait que, puis tu sais, je croyais pas qu'un gars mais avec tout le génie qu'il a de 30 ans qui accomplit tout ça, puis qui est capable de créer un pocket universe c'est comme OK. Mais bon. Je pense qu'ils ont suivi la trame Smallville, là, que les deux ont le même âge, puis un peu, puis qu'ils se suivent depuis toujours. C'est ça. Créer le miroir l'un de l'autre. Là. Ouais. Fait que bref. Moi, j'ai vu des deux. Hein. J'ai vu du 1 étoile et demi, extrêmement décevant, mais je vois plus de 3,5, 4 étoiles, 5 étoiles, et de certains fans de la franchise Superman. Je salue, je connais pas personnellement, mais Yannick Belzile du podcast Les Voyeurs de Vue, qui est un podcasteur et influent de l'Internet, très fan de Superman, puis lui a l'air d'avoir vraiment, vraiment apprécié le film. Oui, je pense qu'on revient plus à l'essence du personnage qui était la version de Snyder qui était finalement recréée avec Superman, ce qui est Batman en réalité. Là. Fait que très la part d'ombre et tout. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, moi, je peux dire qu'avec les collègues que j'ai vus, j'ai passé un très bon moment. Je pense que c'est ça. Toi, tu as eu plus de réserves. Peut-être que tu avais plus d'attentes aussi. Je te dis, moi, je pense que oui. Je connaissais pas grand-chose de Superman, puis c'est un peu ce qu'il a écrit sur Letterboxd. C'est la première fois que j'ai de la sympathie pour lui. Parce que j'ai pas tant connu ceux de Donner. C'était un petit peu plus vieux, puis on m'a pas présenté à ça. J'étais très Batman, puis c'est ça, quand t'es jeune, ils étaient pas ensemble. Puis tout ce que Snyder a fait plus tard, je le regardais avec du recul, de genre, c'est froid, puis ça se tapoche pendant 45 minutes, mais je trouvais pas qu'il y avait vraiment... Je trouvais que c'était la fausse profondeur. Fait que là, moi, j'ai eu du bon plaisir. Là. C'est dur à comparer avec les Gardiens de la Galaxie, parce que c'est vraiment différent, là,
ambiance, l'histoire, la chimie, c'est pas du tout la même trame narrative. Là. Mais j'espère juste, puis il l'a dit, c'est qu'au début, il devait juste écrire, puis là, il a fait « Ah, j'ai vraiment envie de faire un Superman, je veux le faire. » Fait que là, j'espère que sur ses prochains projets, il va chapeauter d'en haut, donner ses inputs, ses brainstorms, mais il faut pas qu'il se mette à réaliser un film sur 2, sinon je trouve qu'il va retomber dans le même problème là, que Snyder faisait un peu. Là. Ouais. C'est pas, tu sais, Feige, on sait que c'est lui qui est en contrôle, mais on dit pas que c'est ses films, là, tu sais. Effectivement, c'est un peu ça. Fait que Gunn, il va falloir qu'il rapidement, je pense, sorte du plateau là, de tournage. Là. Ça va être à suivre. Donc, petit lien avec les Gardiens de la Galaxie. Il y a Michael Rooker et Pam Clementieff qui font 2 des voix des robots. Ah, ok. Dans la forteresse de solitude. Ouais. Ah, ok. Si vous l'avez vu en version originale anglaise. Ben, je les ai même pas reconnus. Ouais. Parce que c'est celui qui parle le plus for Kat, c'est Alan Tudyk. Ouais. D'ailleurs, qui jouait aussi un robot dans Andor et Rogue One dans Star Wars. Fait que c'est quand même drôle. Ouais, ben il en fait énormément. Ouais, il fait beaucoup de voix. Il y a aussi Jennifer Holland. Si tu veux même encore plus de fun fact, il jouait, parce que tout est dans tout, dans la fameuse... goddamn, j'ai oublié le titre. Serenity, là, la série western qui a fait connaître beaucoup Nathan Fillion. Ouais, c'est ce qui fait que tout le monde l'aime. Tudyk était là-dedans aussi. Donc, il y a aussi Jennifer Holland, qu'on ne connaît pas nécessairement, qui est une comédienne, mais qui est surtout la conjointe de James Gunn. Donc, excuse, elle fait qui là-dedans? Une des robots aussi, des androïdes. Sean Gunn aussi a un petit rôle. Il joue Maxwell Lord, qu'on peut voir rapidement sur un écran de télé, je pense qu'il va être dans l'univers. Oui, en fait, c'est lui qui finance finalement le Justice Gang, qui va devenir le Justice League, là, on s'entend. Qui était joué dans le film de Wonder Woman 84 par Pedro Pascal. Qui, Maxwell Lord est un méchant, finalement. Ça va être éventuellement découvert. En tout cas, si on va avec cette vision-là. Puis, beau petit clin d'œil aussi à Christopher Reeve en mettant son fils Will Reeve, qui est un vrai journaliste pour CBS News, qu'on peut voir. Donc, il fait des petits broadcasts, un petit topo à l'extérieur. Tout ça, on le voit à l'écran quelques secondes, en journaliste. Fait que je trouvais ça, c'est très bien. Ouais, c'est très cool. Donc voilà pour Superman. Puis à noter aussi, une des choses que j'ai aimé esthétiquement, c'est qu'on fait beaucoup le rappel du thème de John Williams qui revient. Fait que pourquoi ne... C'est une bonne chose pourquoi bouder un excellent thème? C'est ça, un classique. C'est ça. Non, il ne pouvait pas se permettre de ne pas le remettre. Allons-y avec alors on arrive aux vraies sorties de la semaine. Oui. Alors débutons peut-être, c'est la plus attendue par les cinéphiles. Eddington d'Ari Aster. Oui, 4e film, si je ne me trompe pas, de Ari Aster, qu'on décrit principalement comme un western, que je mettrais / comédie noire / suspense, pratiquement. Presque suspense psychologique. Ça met en vedette une belle brochette de comédiens. Connais-tu Pedro Pascal? Oui, ça me dit de quoi? Ça me dit de quoi, j'espère, parce qu'il est partout, surtout cet été. Ben, des fois, pauvre lui, là, j'espère qu'il va avoir un petit break après. Joaquin Phoenix, qui est plus le rôle principal du film, mais aussi Emma Stone et Austin Butler, un petit rôle et plein d'autres belles faces. Écoutez, on replonge d'entrée de jeu. On parlait de l'été 2019 avec Menteur, qui a été le dernier gros succès, qui a eu aucun autre gros succès depuis Menteur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la pandémie. Et là, on n'aime pas ça en parler, mais c'est ce qui arrive avec Eddington. On plonge en mai 2020 au Nouveau-Mexique, dans une petite ville qui s'appelle Eddington, où on est en mesure pandémique là, de distanciation, de port de masque, et comme ça a été partout, je dis moi en Amérique du Nord ou partout, je sais pas, en Occident, là, le masque, ça fait pas l'affaire de tout le monde. Alors, le maire actuel, joué par Pedro Pascal, applique ces mesures-là, qui sont un décret de l'État. Mais le shérif, joué par Phoenix, Joe Cross, lui, il aime pas ça, le masque, il aime pas toutes ces affaires-là, puis il trouve que... puis c'est vraiment un petit village. Il y a le shérif puis deux députés avec lui, là, fait que sont 3 policiers. Il trouve que le maire, il ambitionne, puis il sait pas de quoi il parle, puis il sait pas ça. Fait qu'il va se présenter à la mairie contre lui, parce qu'on est en période d'élection. Mais ils ont tout le monde, un solide baggage, comme on dit, un bagage, des problèmes, des relations qu'ils ont eues les uns avec les autres auparavant. Pour la plupart, se pensent toutes meilleures que les autres. On va voir aussi l'interaction du fils du
maire, là. J'ai oublié son nom, Bill ou Ted, Bill and Ted. Non, en tout cas, joué par Pascal. Son fils aussi, avec son ami à lui, qui couraille après des filles, mais que son père dit, ben là, c'est moi qui implique les mesures, puis je suis en réélection, faut pas que tu transcendes la loi, là, transgresses les lois, pardon, sinon ça va jouer contre moi. Fait que c'est un portrait d'une espèce de société fracturée qui l'a été... Je pense qu'il y avait déjà des brèches. Je pense que la pandémie a nourri ce qu'on comprend, beaucoup de clivage entre les gens, entre les classes sociales, entre les injustices ou ce sentiment d'injustice, parce qu'on ajoute aussi là-dedans le Black Lives Matter, mais aussi l'implication des Blancs dans le Black Lives Matter, puis la position, puis l'éthique dans tout ça, puis qu'est-ce qui est de l'appropriation culturelle ou même de l'appropriation de cause, puis j'ai pas la réponse en disant ça, puis à cette heure non plus, il pose beaucoup de questions puis il met beaucoup de bombes littéralement à gauche et à droite dans son film. On parle beaucoup c'est ça, du dysfonctionnement, mais de la désinformation. Un personnage de belle-mère qui est à fond dans les conspirations. C'est là que va faire éventuellement l'entrée un peu plus en scène des personnages d'Emma Stone, de Austin Butler. Fait que tout ça, fait que le côté western, je suis pas un spécialiste du genre, surtout quand on dit des néo-western, là, on dirait que s'ils n'ont pas des côtes à ceinture, c'est de la misère à le voir, mais la ville est déserte parce que ça va pas bien, c'est la pandémie, tout le monde est chez soi, fait qu'on a souvent le shérif, le maire, ces espèces de deux solitudes-là qui vont s'affronter, mais il n'y a pas vraiment un moment où ils sont un en face de l'autre avec le regard de Good, Bad and Ugly, là. Quand ils savent... Ouais, semi, là, mais je veux dire... Ouais, c'est ça, quand ils se parlent et tout, mais je veux dire, il n'y a pas littéralement avec du monde avec des Winchester sur le toit, là. C'est pas western comme ça, là. Mais oui, ce côté de contrôle de la ville. Ouais, c'est ça. Les codes, et même musicalement, c'est ça. Fait Astor est un réalisateur ambitieux. On l'avait vu avec Beau is Afraid il y a 2 ans, qui n'avait pas du tout charmé tout le monde. Ici aussi, on divise, mais excuse-moi, je crois que tu vas être d'accord que c'est un film qui est quand même beaucoup plus accessible, qui s'écoute très bien. Écoute, les running time, faut en revenir, mais en fait, il dure 2h30. C'est pas un problème en soi qui dure 2h30, mais je pense quand même que peut-être qu'il y en a un petit 10 minutes de trop, puis je sais pas qu'est-ce que j'aurais enlevé vite comme ça. C'est pas moi qui ai fait le film, mais pour ce qu'on nous présente et tout, je pense que ça aurait gagné à durer 2h15, 2h20 tout au plus. Je pense qu'on aurait gagné un peu là-dedans, mais j'ai eu vraiment passé un bon moment, surtout la bonne première moitié, là, je trouvais ça très rythmé, très intéressant. L'amener, ça vire un peu coco-banane, puis on vire à 90 degrés, puis j'ai embarqué, j'ai suivi le virage, mais ça démarre bien, justement. Ça démarre avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité, puis ça m'a pas fait chier là, que de retomber dans la pandémie et ces affaires-là, parce que, je veux dire, on l'a tellement vécu que ça fait partie... C'est même plus de la science-fiction, là, ça fait partie du quotidien de virer là-dessus. Puis c'est pas non plus une affaire de trouver la cause puis les affaires. C'est juste du monde qui se font chier à ce moment-là, finalement. Non, il porte le miroir sur nous, sur comment on réagit. Moi, il faut saluer Ari Aster quand même, qui en 4 films ose se réinventer, ose faire des... Pas sûr qu'il va refaire un film d'horreur comme on attend de lui. Là. Effectivement, après Hereditary, puis à la limite Midsommar, qui n'était pas non plus complètement ça, mais... fait que j'ai hâte de voir comment ces fans vont accueillir ce film-là, mais comme tu l'as dit, je suis beaucoup plus... accessible que Beau is Afraid, qui était juste un bad trip sur l'acide, là, qui essayait... Il était juste ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même un de ses défauts un peu arrêteurs. Des fois, il tire dans beaucoup de directions, puis des fois, les ficelles sont pas toujours bien alignées, ou il n'arrive pas à conclure tout ça. Fait que c'est un scénario qui est très dense. Il y a beaucoup, on ressort quand même avec des questions sans réponse. Oui. Puis ça nous challenge. Mais en même temps, si vous aimez ce genre de film-là, allez-y. C'est comparable à rien. Il y a son style à lui. Beaucoup dans l'humour noir, beaucoup dans la critique sociale, beaucoup dans les contradictions aussi. Tout ça. Fait que tout ce sous-texte-là à l'histoire est vraiment intéressant aussi. Il n'y a pas vraiment... C'est un peu tous des anti-héros. Là. Il n'y a personne qui est complètement l'ange blanc. Là. Ils sont tous on est dans des ondes grises, pas mal. Ouais. Ce qui fait que c'est très humain.
moi, je le décris, c'est ça aussi un peu comédie noire, comme je disais d'entrée de jeu. Ça m'a fait rire à certains moments. Oui, tu ris de la misère des gens, mais c'est ça pareil. Fait que peut-être qu'il y a un petit Cohen à tout ça. Pas dans le scénario, mais dans les personnages un peu, puis leur mise en scène un peu, les actions qu'ils se retrouvent à commettre ou à faire des choix. Je pense que c'est quand même... je réalisais ça après le film. Je suis comme... Il est incroyablement bon, Joaquin Phoenix. C'est vraiment un bon comédien que je trouve que souvent, je veux dire, dans la conversation de machine à café, on dit comédien préféré, DiCaprio, puis Clint Eastwood. Mais on oublie qu'il est vraiment bon, Phoenix. Il est vraiment incarné dans les rôles qu'il fait. Et il est bon pour jouer les personnages écorchés. Oui, c'est ça. Il l'a témoigné avec le Joker. Ouais, mais d'autres films avant aussi. Plein d'autres, oui. Un film de j'ai oublié, mais tu sais... pas I'm Still Here. Aussi, c'était ça aussi. Ouais, voilà. Fait que c'est vraiment un grand comédien. Puis je pense que c'est une de ses grosses performances aussi. Il y a quand même tout un arc d'émotion là-dedans, puis qui va s'enfoncer dans peut-être ses mauvaises décisions, puis se fier trop à son instinct et pas assez réfléchir à ses actes. Et moi, je parlais de musique, donc c'est Bobby Kirlick, le compositeur, qui a travaillé avec Aster sur Midsommar. OK. Donc, ça paraît, je trouve que la musique est angoissante. On tombe un peu dans les codes un peu de films d'horreur, western, thriller, mais pas nécessairement ce qu'on voit à l'écran, mais c'est juste l'apport que ça fait, ça vient créer une dimension de plus, fait que je trouve que c'est vraiment à souligner. Petit fun fact comme ça, c'est un des premiers scénarios qu'il a écrit, Eddington, avant même Hereditary, mais il n'arrivait pas à le faire financer. Puis finalement, c'est quand est arrivé la COVID qui a twisté, qui a changé l'histoire, l'a transformé pour l'inclure, parce qu'évidemment, à l'origine, ça n'était pas dedans. Donc, à moins que c'est ça la conspiration, c'est que c'est Aster qui a lancé la pandémie pour financer son film. Oui, qui va faire du gros cash avec ça. Donc, on voyait quand même si c'était un grand fan de films d'horreur, il y avait déjà une tendance à l'écriture de vouloir toucher à d'autres genres, et je pense que c'est un bon portrait de ce qu'il a vécu, parce qu'il a grandi au Nouveau-Mexique, donc dans l'état dans lequel la ville fictive d'Eddington se déroule. Donc, je pense que c'est probablement un peu sa communauté, ce qu'il a pu observer comme adolescent, jeune adulte. Fait quand même assez intéressant. Fait que fan de films original qui nous pousse dans nos tranchées, Eddington, allez le voir, puis tardez pas trop, parce qu'honnêtement, c'est le genre de film à cette période-ci. C'est quand même un peu curieux, il faut le souligner, au niveau marketing, le sortir en plein été. C'est peut-être pas la meilleure formule. On aurait pu le repousser à l'automne, peut-être, je pense. Oui, parce que... Ou sinon, il aurait fallu qu'ils le mettent plus tôt cet été, mais c'est-tu en 24 qu'il y a ça aussi? Oui, c'est en 24. Puis, tu sais, ils en ont beaucoup dans leur carton, fait que je pense qu'ils voulaient vraiment placer matérialiste plus tôt. Fait que je pense qu'il y avait la fenêtre de Cannes aussi, où il était présenté. Ah, c'est vrai, c'était peut-être ça. Fait que je pense qu'ils ont choisi ça. C'est pour ça que ça a fini un peu tard, parce que l'enjeu, je veux dire, si le film vous intéresse, tant mieux, tu sais. Puis tu vas le voir, puis ça finit là, mais c'est parce que tous les cinémas qui ont, mettons, 8 écrans au moins, là, en période de blockbuster, d'été, menteuse, toutes ces affaires-là, pas vraiment de place pour prendre quand même un risque avec du cinéma plus niché, du cinéma d'auteur, comme on dit, de genre. Fait que c'est ça. Fait que c'est plus tous les plus gros complexes qui vont avoir de la place, encore s'ils veulent en faire, parce qu'il y en a aussi qui ont beaucoup d'écrans, mais qui ont juste Superman sur 4 écrans, puis Lilo et Stitch sur 2. Là. Fait que, bref, c'est pour ça que c'est quand même une sortie limitée, même si c'est un gros cast et tout. Écoute, je sais pas si ça va se rendre là, mais moi, je l'accepterais si Phoenix ressortait avec une nomination aux Oscars à la fin de l'année. Oui. Tout, totalement. C'est tout. Puis tu vois, juste d'en parler, c'est drôle, on l'a vu il y a 2 jours. Puis en parlant, j'ai comme envie de le revoir. J'ai vraiment... c'est pas un 5 étoiles, mais j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé être bousculé par ce film. Oui. Il y a des images qui nous restent en tête longtemps, comme c'est souvent le cas avec les Ari Aster. Et voilà. Oui, j'ai encore des images de la fin de Beau is Afraid, même si j'ai pas aimé ça, ça reste avec moi à jamais, comme une cicatrice. Et pour les fans de films d'horreur plus conventionnels et peut-être pour peut-être vos moins audacieux. ados, on reste dans la formule
I Know What You Did Last Summer de Jennifer Keaton Robinson. Oui, le pacte du silence au Québec. Et si ça vous dit quelque chose, c'est parce que vous l'avez peut-être déjà vu en 1997. C'était un film de ma jeunesse qui mettait à l'époque en vedette des jeunes faces pas tout à fait encore connues, qui sont devenues très connues. Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr., Ryan Phillippe, pardon, et Sarah Michelle Gellar, merci, Buffy contre les vampires. Écoute, je vous rappelle celui de l'époque, puis ça va nous faire un bon pont pour qu'est-ce qui s'en vient avec le nouveau. La nuit du 4 juillet, pendant les festivités, dans un petit village, je ne sais même pas Caroline du Nord, un petit village côtier, frappait par accident quelqu'un sur le bord de la route et le laissait pour mort, cachant le cadavre en se disant « Regarde, on n'en parle jamais à personne, puis c'est tout, là, tu sais. » Sauf que là, 1 an plus tard, il recevait une lettre. « Je sais qu'est-ce que tu as fait l'été dernier. » Et il se mettait à se faire tuer un après l'autre par ce tueur en veste de pêche, parce que c'est un village côtier de pêcheurs. Toute la soute là, en vinyle, là, noir, puis un fameux crochet pour agripper les poissons. Alors, il se faisait tuer un peu partout dans la ville. Et ce qui arrive un peu ici, c'est un genre de soft reboot. Donc, on ne sait pas trop si c'est un remake ou une suite. On est un peu entre les deux, là, comme c'est quand même un peu la mode dans les franchises. Donc, on a des nouveaux personnages qui, eux encore, vont faire un accident de la route accidentel. C'est ça, un accident accidentel. Disons, une mort accidentelle d'un païen qu'on ne sait pas c'est qui, et dire, regarde, on garde ça pour nous, sinon ça va foutre nos vies en l'air. On passe à autre chose. Et l'année suivante, alors que les couples ont changé, qu'on essaie de retrouver l'équilibre dans nos vies, alors on reçoit un petit message, et là, les gens se mettent à mourir un après l'autre par cette même figure mythique. Alors, on va aller demander conseil auprès de ceux qui auraient vécu une situation similaire il y a de cela 25 ans, presque 30 ans. Donc, les personnages de Freddie Prinze Jr. et Jennifer Love Hewitt refont surface. Pour ceux qui ont vu les originaux, on ne reverra pas les autres. Et c'est ça. Fait que c'est un peu ça. Puis le village essaie de se refaire puis d'oublier ce fameux massacre-là qui a terni l'image de la ville. Alors la mairie a voulu tout changer, revamper, s'est rendu très élitiste dans cet endroit-là. Il doit y avoir un beau clivage entre les pêcheurs puis ceux qui ont des esprits de vie là, de gens fortunés. Voilà, fait que c'est refaire cette énergie d'un slasher qui est un horror flick qui s'adresse principalement à des jeunes de 15 ans comme j'avais à l'époque 11 ans. En fait, c'est ça. Tu dis que c'est pour les 16 ans, mais dans le fond, c'est parce que tu veux que du monde de 12-13 ans aille le voir en disant... C'est comme mon cliché, là, c'est très Québec, là, mais ça doit s'appliquer à d'autres places. Là. À Québec, il y a le pub de l'université, qui est la brasserie, le bar de l'Université Laval dans un des pavillons. Puis j'ai toujours pensé que tu vas là pour rencontrer des universitaires, mais dans le fond, tu vas là pour rencontrer des cégepiens qui vont là parce qu'ils tiennent à la place, qui se disent que c'est un peu plus vieux, mais finalement, c'est des cégepiens qui sont au pub de l'université. Fait que c'est un peu pareil. Tu fais un film en disant « je vise les 16 ans » pour que, dans le fond, il y ait 13 ans et plus, puis c'est le monde de 13 ans qui vont le voir. C'est ça. Fait que, bref, voici, je te passe le micro. Écoute, moi, j'ai revisité les 2 premiers films de l'époque. Le troisième qui est un TV movie, je sais pas trop te laisser faire, un straight to DVD. Donc, j'étais quand même curieux, comme j'avais pas réécouté ces films-là, contrairement au Scream que j'appréciais plus. Et je dois avouer que j'apprécie quand même plus qu'I Know What You Did Last Summer. Le premier se tenait quand même encore assez bien, honnêtement. Le deuxième, moins. Fait qu'on revient à la ressource, à la source du premier dans l'esprit. Ouais, parce que le deuxième, c'est qu'il partait en vacances puis il se faisait pourchasser. Ouais, fait que ça venait un peu du gros n'importe quoi. Ici, je trouve qu'on respecte bien. On voit que Jennifer Keaton Robinson, qui avait pitché l'idée au studio Columbia, est une grande fan de cet univers-là. Elle le respecte avec soin. On a fait quelques petits changements que j'ai trouvé intéressants au niveau de la dynamique des personnages et tout ça. Même si c'est pas littéralement les mêmes personnages. Non, c'est ça, ils n'ont pas leurs mêmes caractéristiques rôle, là, et la façon que ça se déroule entre eux aussi.
et de la façon que certains vont être tués. Donc, elle réussit quand même à nous surprendre un peu. Quand même une bonne twist avec la fin, parce que moi, j'avais pris beaucoup de temps pratiquement jusqu'à la fin. On a fait beaucoup de propositions, c'est ça, puis on jouait d'après moi, c'est ces personnes-là pour probablement telle raison, puis 4 minutes plus tard, elle se fait tuer. Marche pas. There goes my theory. Comme. Et sa réalisation est très efficace, honnêtement. Je trouve qu'il y a quelques bons kills qui manquaient, je pense, dans le film original de l'époque, que je trouvais très tranquille. Oui, parce qu'il était juste eux quatre, puis il y avait une autre personne. Il y avait très peu de gens mouraient pour un film qui durait aussi presque 2 heures, le premier. Oui, il s'amusait beaucoup avec ses victimes pour les terroriser. Fait que c'était un petit peu lent, alors que là, c'est un peu plus rythmé. Fait que, mais tu sais, ce genre de film, il faut mettre le cerveau à off. Il y a beaucoup de trous dans le scénario, évidemment. Là. Mais moi, honnêtement, j'ai passé un bon temps. J'ai été surpris. Puis, j'ai trouvé, nous sommes toutes, je pense, plus sympathiques que toi. Puis, oui, c'est ça. C'est un peu la surprise de la semaine, c'est que je pense que t'es meilleur public pour ça, mais t'as vraiment apprécié plus que moi. Mais j'ai vraiment apprécié plus Superman que toi. Et ça m'a surprise de la semaine. Voilà, fait que c'est ça. Je pense que le public cible est plus jeune, puis c'est là que je trouve que la franchise peut se mêler. Parce que si tu veux refaire la formule puis viser des jeunes publics comme, mettons, Tarot a fait l'an dernier, je pense, ramener toute l'histoire de c'est pas tout à fait un remake, puis on ramène les personnages. Fait que là, il faut un peu avoir vu le film pour comprendre. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, il y en a d'autres 14. Il faut comme faire c'est qui ça, Freddie Prinze Jr., puis pourquoi j'irais voir ça, tu sais? C'est là que je trouve que la cassure est différente. Scream l'a fait. Scream est revenu en vie en 2022, mais avait quand même fait un Scream 3, puis 4, puis 5, puis il n'y a pas eu un 20 ans où il n'avait pas, là. Tandis qu'eux, ils ont comme voulu prendre le raccourci puis tout de suite arriver là. Et même à l'époque, je pense que Last Summer était vu comme un pastiche. Pas un pastiche, mais le deuxième à la ligne d'arrivée après Scream. Puis je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout acheter aux poubelles, là, mais... J'ai l'impression qu'on va aller chercher les jeunes adultes de l'époque qui ont maintenant des ados. Puis qui vont probablement y aller ensemble, tu sais. Oui, ça serait ça, j'imagine. Viens avec maman, papa, on va aller voir un film qui m'avait fait peur quand j'avais 18 ans. Mais je peux dire, personnellement, si mes parents m'amenaient pas voir Jurassic Park puis Twisters, on allait certainement pas voir des films d'horreur au cinéma non plus. Non, j'ai vraiment développé ça tout seul plus tard, genre à 20 ans. C'était pas ma famille, ma soeur, ça écoute pas du tout des films d'horreur. Alors, on termine ça, oui. La grande enquête. Le secret de Kéops de Barbara Schultz, offrande française de la semaine. Oui, avec Fabrice Lucchini, le bien-aimé de toute la francophonie, je dirais. Julia Piaton. On est... dans le fond, Fabrice va jouer l'égyptologue Christian Robinson, qui cherche désespérément, comme dans tout film de trésors et de secrets, au risque d'avoir tout foutu sa famille à l'envers. Il cherche non-stop le trésor de Khéops. Fait que le film débute, il est au Caire contemporain, là, aujourd'hui. Puis là, il trouve un indice qui laisse croire que l'armée napoléonienne aurait dissimulé en France le fameux trésor de Khéops. Fait qu'il va retourner à Paris, puis convaincre, un peu malgré elle, sa fille, son petit-fils, d'embarquer, des aider, va aller voir des amis d'archéologie, mais ça va lancer à ses trousses des gens avec un autre agenda qui veulent se servir de lui pour retrouver ce fameux trésor et s'enrichir comme trésor national, comme tout ce genre de film, à la Indiana Jones, avec tout ce genre d'aventure. Évidemment, je viens de dire Indiana Jones, il n'y aura pas... de lasso, de revolver, il n'y aura pas de prouesse physique incroyable de la part de Fabrice Lucchini. C'est pas un aventurier. Non, on est vraiment juste dans la recherche d'indices qui peut-être cueillent de codes secrets, de petites clés bizarres qui vont ouvrir des trappes, là, un peu escape room, mais c'est un peu l'inverse finalement. On veut rentrer. Escape room. Non, puis voilà. Fait que c'est ça pour le secret de Khéops. Comme le synopsis, c'est un film d'aventure et d'enquête et d'intrigue, mettons. Ouais, pas intrigue, mais de code secret. Disons un code Da Vinci plus léger avec du National Treasure de Nicolas Cage. Oui, mais tu sais, ce qu'on a dans les Da Vinci, c'est qu'à un moment donné, il y a une espèce de twist qu'il n'y a pas vraiment là. C'est vraiment, on suit. Il y a des gens qui
qui lui court après, puis lui il avance. Fait que c'est un peu ça. Avais-tu autre chose à rajouter? C'est un peu fin du synopsis, mais je veux dire, on peut continuer à parler du film. Là. Ouais, moi, je dois avouer, j'ai trouvé ça assez sympathique. Dans l'ensemble, je trouve que Fabrice Lucchini, dans un contre-emploi, comme un peu surprenant de le voir dans ce genre de film grand public-là, qui est plus connu pour des films... plus comédie romantique, comédie, ou même aventure. Film d'auteur, film historique et tout ça. Fait que... Drame, c'est vrai, juste pur drame aussi, pas toujours comique. Donc, ça détonne un peu par moment, puis il me faisait penser à Louis José Hood avec sa barbe puis son regard, des fois, c'était assez drôle. Je sais vraiment. pas si c'est flatteur pour je sais pas. Mais c'est ça. Fait que si vous voulez quelque chose de quand même très léger, très conventionnel, mais quand même la quête elle-même, moi j'ai trouvé intéressante. J'ai embarqué dans cette intrigue-là. Ça nous montre quand même des coins de Paris qu'on connaît pas. Et moi, ça m'a donné le goût d'aller voir la maison de Joséphine, la maison Malmaison, que ça s'appelle, ou la résidence de Joséphine, qui était la première femme de Napoléon, ou peut-être que le trésor s'y cachait. Fait que bref. Là, après ton parcours de Mission Impossible 7, tu vas faire ton parcours du secret de Cléopâtre à Paris, prochaine, tu vas visiter tous les lieux. Ouais, puis j'ai pas vu la Bastille non plus encore. Fait que il y a 2 endroits que ça m'a fait... faut que j'aille voir ça. Puis... Mais ce que j'allais dire, c'est que l'élément de trop, je pense, c'est tout l'aspect des méchants, là, puis qui est très caricatural. Je pense qu'on aurait pu... enlever ça, peut-être amener un élément de suspense autrement à l'histoire, là, ou d'amener des épreuves, des trucs comme ça. Je trouve que c'est un petit peu maladroit, mais on est capable de passer là-dessus, puis juste mettre notre attention sur l'histoire elle-même de la quête du trésor de Khéops. Il y a quand même des trucs intéressants. Je pense que c'est Mediafilm, parce que je regarde une couple de places et des critiques et tout, qui comparait un peu à un Tintin. Ouais. C'est un peu d'ailleurs, il fait référence même dans le film. Ah oui, il y a un petit gag là-dessus. Ouais. Fait que tu sais, il y a un peu cette énergie-là de, tu sais, regarde, même s'il y a 2-3 méchants et tout, là. On est dans la personne BD va mourir là, dans cette affaire-là. On est dans la bande dessinée quand même. Exactement. C'est le côté bon enfant là, quand même de tout ça. Là. Les méchants sont très méchants puis les gentils sont très peu, même s'ils sont un peu en brouille à cause qu'il n'était pas un parent très présent. Et c'est une première réalisation pour Barbara Schultz, qui est une comédienne, en fait, qui a un bon parcours, mais elle avait fait un court-métrage auparavant il y a quelques années, fait que c'est quand même impressionnant d'aller... c'est ambitieux comme oui, c'est ça. J'ai pas vu le budget, mais c'est une bonne production. Il y a de l'argent à l'écran. Oui, tout à fait. Pas Monte Cristo, là, mais quand même. Puis elle avait eu l'idée du film lorsqu'elle avait lu un article sur une momie qui avait été retrouvée dans des poubelles provenant d'un grenier qui avait appartenu à des compagnons de Napoléon. Fait que ça a comme donné... un peu cette idée-là de piste de chasse au trésor et de momie. Écoute, je ne voudrais pas être une langue sale ou lui porter préjudice, mais Julia Piaton, qu'on a vu dans quelques projets, est très bien, très bonne, mais je trouve que dans ce genre de film-là, elle a l'air un peu de... On n'a pas réussi à avoir Camille Cotin. Ouais. Fait qu'on va prendre Julia Piaton. Comme un choix B. Puis je veux dire, je suis un peu désolé de dire ça en même temps parce que c'est pas de sa faute, elle a le même âge puis qu'elle est là, mais que Camille Cotin est comme c'est la tête d'affiche, un peu comme une Laure Calamy, mais elle a pas du tout le même casting, tandis qu'elle a un peu le même casting que l'autre, fait que elle est comme deuxième au fil d'arrivée tout le temps, là, mais il y a un peu de genre... Ben, tu sais, en plus, Lucchini puis Cotin avaient fait un genre de film d'enquête, là, le mystère Henri Pic, il y a plusieurs années ensemble, puis tout. Puis peut-être qu'ils se sont dit, ce serait le fun de les réunir encore, mais là, en père-fille. C'est comme, ben non. Mais j'ai pas lu si le rôle y était offert, puis qu'elle n'a pas voulu ou quoi que ce soit, là, mais ça a un peu l'air de ça. Et sinon, pour la famille, un film sur les Schtroumpfs, que là, vous excuserez, mais avec tout ce qu'on avait à faire, à rattraper et tout, et par un peu manque d'intérêt quand même, on n'est pas allé voir. Les Schtroumpfs de juste Smurfs en anglais. C'est pas les suites où il y avait Neil Patrick Harris, mais les Schtroumpfs vont se retrouver quand même un petit peu dans le monde réel parce que Papa Schtroumpf... Grand Schtroumpf. Grand Schtroumpf, c'est ça. Mais en anglais, c'est Papa Smurf. Ah, c'est ça, fait que j'ai pogné une traduction littérale, my bad. Grand Schtroumpf va se faire enlever par Gargamel et Razamel, puis là, ben, c'est surtout la Schtroumpfette qui va leader et mener l'enquête pour aller le sauver. Interprété par Rihanna. C'est ça, dans les voix originales, c'est quand même une grosse brochette. Rihanna principalement, mais on retrouve des
des comédiens classiques de doublage, là, James Corden, Nick Offerman, Natasha Lyonne, Jimmy Kimmel, Nick Kroll aussi, qui est un très drôle humoriste, comédien, le gars derrière Big Mouth et tout, qui fait plein de voix, Nick Kroll. Puis plein d'autres mondes. Au Québec, je sais pas qui fait les voix du tout. C'est vrai qu'on faisait beaucoup de promos sur ça. Marie-Mé, le fait que 2 fois, je pense, je trouve. Ouais, mais je crois que c'est que ça dépend aussi du distributeur, en fait. Puis historiquement, les autres, c'était Sony. Ouais, ils ont changé de main. Puis des fois, tout simplement, eux, ils font de plus grosses promos au Québec, puis on met l'accent sur les voix qu'on a choisies. Maintenant, c'est Paramount, puis peut-être qu'ils s'en sacent. Fait qu'ils ont juste... C'est doublé au Québec, mais genre, ils ont pas... Pas de grosses vedettes. Ouais, c'est ça. C'est peut-être juste des vedettes d'Antoine Olivier Pilon, puis du monde qui font de la doublure, Catherine Brunet, peut-être, je sais pas, là, du monde qui font de la doublure souvent, mais qu'on n'a pas voulu... mettre l'emphase nécessairement dessus. Puis il y a un site très cool quand même qui s'appelle Doublage Québec, mais c'est pas live. Là. Souvent, ça prend un bon 4, 5, 6 semaines avant que comme les informations arrivent. Là, je sais pas qui le nourrit. Là, c'est peut-être justement pro bono. Là, fait que la personne aussi, ça prend du temps avant d'avoir l'information puis pouvoir compléter cette base de données-là. Fait qu'on finit par avoir les réponses, mais pas pour les sorties live, malheureusement. Sinon, ça doit être au générique, mais comme je ne l'ai pas vu, j'ai pas analysé le générique. Moi, j'ai hâte qu'on fasse un film de Schtroumpf qui se déroule entièrement dans leur monde médiéval fantastique. De toujours les ramener dans le monde réel. C'est ça, là, mais je pense qu'ils font un petit passage. Je suis pas sûr qu'ils... Écoute, je sais même pas si j'ai vu la bande-annonce au complet, là, qu'il y a... Comme il n'y a pas, c'est ça, Patrick Harris qui est là au complet, mais à un moment donné, j'ai vu une séquence, il passe sur un dance floor, là, puis il y a du Rihanna qui joue, tu sais. Ouais. Fait que, c'est ça, ouais, on n'ose pas les laisser juste comme les BD, les aventures. Peut-être qu'il aurait dû un peu à la Tintin, c'est parce que c'est des histoires tellement courtes. Ouais, tu peux pas prendre une BD de 40 pages puis faire un film avec. Brodé, ou même avec une histoire originale, mais juste ça se déroule dans leur monde. Ben oui, le Krakoa, comment il s'appelait? Non, l'air Krakoa, ça c'est autre chose, là, mais le... Krakoukas! Ouais, c'est ça. L'oiseau, ben oui. Bref, c'est ce qui conclut ce balado-là. La semaine prochaine, le 25 juillet, vous êtes ennuyé de Pedro Pascal. On le retrouve dans Fantastic Four First Steps de Matt Shakman. Il faudrait lancer un défi, faire un triplé Pedro Pascal. Materialist quitte pas mal l'affiche partout, mais oui, si vous êtes capable. Materialist, doit être encore Eddington. Dans, dans quel ordre tu l'écouterais? Là, on n'a pas vu encore Fantastic Four, mais j'ai l'impression que j'écouterais Fantastic Four en dernier. Oui, ça prend un peu de léger, je pense, à la fin. Je pense que c'est... Est-ce que tu y vas Eddington, Materialist, puis après, ouais, je pense que oui. Commence avec Eddington. Commence avec le colo. Ouais, peut-être. Ouais. Il y a aussi Sorry Baby, qu'on entend beaucoup parler en bien et en très bien, qui était un film de type sortie plateforme. Donc, New York, après Toronto, Montréal, blablabla. Fait que plus largement, au Québec, sort dans les cinémas qui ont la place pour le présenter le 25 juillet. Fait qu'on pourra le voir à ce moment-là et vous en reparler la semaine prochaine. D'ici là, pour nous contacter, écrivez-nous au balado@commercialmonciné.ca et s'il vous plaît, suivez Magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram et donnez-nous donc 4-5 étoiles là où vous nous écoutez ou un thumbs up ou un follow ou quelque chose comme ça. Et procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné avec Anne-Elisabeth Bossé en couverture qui est disponible en version numérique ou physique gratuitement dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn et si vous êtes participant à un meurtre accidentel, allez donc voir la police. Ça va vous sauver déjà un paquet de troubles.